j'espère que vous allez bien. On est vendredi 19 août et j'ouvre une nouvelle gazette. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, je suis retournée chez Nose une deuxième fois. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à vous présenter. Mais je le ferai peut-être dans un second temps. Parce que j'ai reçu 2 livres que j'ai déjà ouverts, j'en suis désolée. Et il y a un livre que j'ai acheté que j'aurais aimé vous montrer. Et j'ai aussi fini un livre, je vais peut-être commencer par ça. J'ai fini ce livre, L'homme peuplé de Franck Bouys aux éditions Albin Michel, que j'ai reçu dans le cadre de la rentrée littéraire Albin Michel. J'étais très contente de pouvoir retrouver la plume de Franck Bouys. Comme je vous ai dit précédemment, j'ai beaucoup aimé N'est d'aucune femme, un roman poignant et un petit peu coup de poing quand même, dans le sens où l'histoire est franchement dure. Je regarde vraiment ce souvenir de dureté et un petit peu de gêne à la lecture. Donc là, j'aimais beaucoup la couverture, j'aimais beaucoup le résumé. On est rapidement plongé dans une ambiance mystérieuse quand même. Je trouve pas le mot que je veux dire. Je trouve pas. Mystérieuse, mais c'est même encore un petit peu plus fort, c'est qu'on évolue, le lecteur évolue avec le personnage dans une ambiance vraiment... En fait là, c'est Harry qui est écrivain, et je crois qu'il est en panne d'inspiration, c'est pas ça l'histoire? Oui, c'est ça, à la recherche d'un nouveau souffle, et en fait sur un coup de tête, il achète une maison dans un village un peu paumé, et c'est une maison complètement perdue. Alors moi, cet arbre en couverture, en fait, j'imagine que ça, c'est-à-dire la maison, un arbre, et le brouillard autour. Dans mon imaginaire, c'est ça. Et en fait, il a un mystérieux voisin à côté de chez lui, qui est un peu magicien, un sourcier, un peu sourcier et sorcier. Un peu, voilà, un peu flippant. Et en fait, au fil des pages, moi je me suis attachée à ce personnage, à ce voisin qu'on appelle Caleb, qui s'appelle Caleb. Je le trouve proche de la nature, plutôt respectueux des animaux, etc. Donc j'en avais au début un portrait plutôt dur. Au fil des pages, je le trouve plutôt attachant et en fait, je vois plus trop ce que Harry vient faire là-dedans. J'arrive au milieu du roman, je trouve que c'est un petit peu long, je vois pas trop où l'auteur veut nous emmener. Dans la deuxième partie du roman, il y a quand même des passages beaucoup plus intéressants et intrigants. Et je me dis, ah là, je retrouve la plume de Franck Bouys et je sais que le final, il va être grandiose, quoi. Il va se passer un truc et je vais être bluffée. Et puis je sens la fin arriver, il me reste 20 pages et je suis hyper attentive. J'ai traîné ce livre, je dis traîner parce que j'aime pas qu'une histoire me suive trop longtemps. Sinon j'ai pas forcément envie d'y revenir et du coup je prends plus trop de plaisir à lire le livre. Bref, du coup je l'ai traîné sur quasiment une semaine. Et là voilà, je me suis dit je vais le finir aujourd'hui et... Donc ça c'était hier. Et du coup j'ai perdu le fil de ce que je vous disais. Et du coup oui, les 20 dernières pages, je suis hyper attentive. Je me dis ça va être là quoi, chaque détail là va compter. C'est un peu ce que j'avais vécu avec N'est d'aucune femme. Et il se passe un truc improbable à la fin. Où je peux pas vous en dire plus. Parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Mais où du coup je me dis bah j'ai pas compris quoi. J'ai pas compris. C'est pas une lecture qui m'a embarquée. C'est une lecture où j'ai peiné. Mais en même temps c'est un roman de la rentrée littéraire, on sait que parfois les romans de la rentrée littéraire sont exigeants, sont un peu perchés aussi. Donc bon, j'ai persisté et puis je sais que j'aime bien Franck Bouys quoi. En plus j'avais déjà rencontré cet auteur, j'avais beaucoup aimé ce qu'il dégageait, sa façon de parler de ses romans. Et là en fait bah non, ça l'a pas fait. J'en ai discuté un petit peu avec Estelle de Petite Lectrice, du compte Petite Lectrice notamment, parce qu'en fait je cherche des gens qui l'ont lu et qui ont été au bout, et son avis n'est pas forcément mieux que le mien. Donc disons qu'on est du même avis en fait, et j'aurais aimé qu'elle me dise ou que d'autres personnes qui l'ont lu me disent ah bah oui en fait la fin c'est ça quoi. Ah ouais, sauf que là j'ai l'impression que personne n'a rien compris, qu'en plus ça a été long, que la lecture a été laborieuse, que parfois on a lu en diagonale. Enfin bon bref, du coup flop. Je sais que Mademoiselle Lee l'a lu aussi et l'a abandonné avant la moitié je crois. Donc bon, j'aurais persisté mais j'ai pas compris.
j'ai pas compris où l'auteur voulait nous emmener. Je pense à une émission, je crois que c'est cette émission-là où j'ai découvert Franck Bouis, La Grande Librairie sur France 5, Arte, je sais plus comment on dit, bref. Et j'aurais aimé des explications en fait, j'ai très envie d'entendre l'auteur parler de son roman, parce que là j'ai pas tout compris. Donc, je sais pas, faites-vous votre propre avis, bien évidemment, enfin si vous êtes des habitués de l'auteur. Moi j'ai Buveur de vent dans ma palle, je l'ai acheté sans hésiter l'an dernier je crois, parce que justement j'avais le souvenir de Né d'aucune femme, 2020, celui-ci, 2020. Et j'ai aussi un poche quelque part dans ma palle. Je saurais pas vous le retrouver celui-ci. Donc lui je l'ai pas lu encore. Et du coup voilà, petite déception pour moi. Je suis pas passée à côté pourtant, je peux pas dire ça, mais j'ai pas tout. Je suis restée sur ma faim. Donc si vous avez l'auteur, allez-y, vous allez peut-être retrouver sa plume, peut-être que vous allez mieux comprendre que moi, peut-être aussi qu'il a raté ce roman, ça arrive même au meilleur, je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de suivre l'auteur pour savoir ce qu'il va nous en dire. Vraiment, je suis curieuse de ça. Ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. Je ne peux pas le faire à tous les coups. Ensuite, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu, alors il est où? Il est là. Le premier que j'ai reçu, que j'ai déjà ouvert, j'en suis désolée. C'est un livre qui me vient des éditions Le Duc, que j'ai pu choisir. Alors au moment de la sélection, j'ai toujours envie de tout prendre. Et là j'ai été très très raisonnable puisque j'ai pris un livre qui pourrait m'être utile. Incroyable microbiote. Voyage au cœur des étonnants pouvoirs de l'intestin. Du docteur Julien Scanzi, gastro-entérologue. Voilà. Je vais pas vous faire un dessin. Ça m'intéresse de savoir comment fonctionne mon intestin. Je ne mange pas toujours très sainement, donc je ne l'aide pas non plus. Et pour l'aider à fonctionner comme il faut, j'étais curieuse de découvrir ce roman. Enfin ce roman, c'est pas du tout un roman, ce guide. Il y a un point sur les idées reçues et les dernières recherches scientifiques, le microbiote au cœur de notre santé et les perspectives médicales. J'entends beaucoup dire, déjà l'intestin c'est le deuxième cerveau, et il a une importance folle dans notre bonne santé. Et puis il a une place primordiale, enfin voilà, les microbiotes, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de ça dans la médecine actuelle. Du coup je voulais en savoir plus. Et troisième point, tous les conseils d'un gastro-entérologue pour agir sur notre microbiote et le préserver. Je vous lis quand même la quatrième de couverture. Et si tout venait de notre microbiote intestinal? Par exemple, moi je sais que quand j'ai des problèmes de sommeil, ça peut être mon intestin qui va pas bien. Chaque jour, de nouvelles études scientifiques montrent en tout cas que notre santé y est étroitement liée. Il est même probable que dans les prochaines années, l'analyse de votre microbiote sera pour vous, pour votre médecin, aussi importante qu'une prise de sang ou un scanner, afin de mieux vous soigner. Ça, c'est intéressant. Dans cet ouvrage illustré, le docteur Julien Scanzi vous emmène découvrir les fabuleux pouvoirs de votre deuxième cerveau, voilà, et vous explique comment en prendre soin. Un passionnant voyage au cœur du microbiote, clé de notre santé. Alors dedans, il y a des jolies illustrations, voilà, et puis des explications, mais ça m'a l'air plutôt aéré. Aïe, pardon, je précipite là. Des bactéries super résistantes, enfin il y a de tout là-dedans, j'ai l'impression. C'est charmant, j'espère que vous ne regardez pas cette vidéo en mangeant. Donc je vous en reparle très prochainement, mais généralement je suis pas déçue des livres des éditions Le Duc. Ensuite, attendez, je m'organise. J'ai reçu ce livre, alors des éditions Actes Sud Junior. J'en reçois plein en ce moment. Je ne sais toujours pas comment ils ont eu mon adresse, mais c'est pas grave du tout. Émergence 7 de Vincent Mondiaux et illustré par Enora Sabi. C'est un roman d'inspiration manga entre récits de survie, fresques apocalyptiques et drames intimes. 200 pages entièrement illustrées en immersion totale. Merci beaucoup les éditions Actes Sud. C'est sombre. Un peu moins. J'aime bien l'illustration.
Ça fait un peu film ado. Ah, ça c'est moins cool. En fait, c'est pas une BD, hein. C'est vraiment un roman illustré pour le coup. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Attendez, parce que là... Déménager, c'est toujours dire adieu à une partie de son passé. Léon en a bien conscience. Ce matin-là, alors qu'il attend le bateau qui l'emmène au collège... Original. Bientôt, il va devoir quitter la petite île bretonne sur laquelle il a toujours vécu. Comment l'annoncer à Joachim, son meilleur ami, ou à Alex, la fille dont il est amoureux? Mais tout ça n'a plus d'importance quand soudain, une créature gigantesque et mystérieuse émerge de l'océan pour semer derrière elle la mort et la destruction. 20 ans plus tard, devenu adulte, Léon revient sur les lieux du drame et il se souvient de ce qui a été, de ce qui ne sera plus. Bah écoutez, franchement, ça me tente vraiment bien. Par contre, ça a l'air sombre, vraiment. Alors, est-ce que c'est un tome 1? Comment ça se présente? Je sais pas, je pense. Ou c'est un one-shot. En tout cas, je suis agréablement surprise par les éditions Actes Sud Junior. Je découvre complètement leur univers. Et je suis plutôt... Alors, il y en a un qui est dans ma... Ouais. Les Errantes, j'ai reçu dernièrement en roman jeunesse et je l'ai mis dans ma palle d'automne. Voilà, vous en savez... Vous savez les choses en avant-première, parce que j'ai pas encore présenté ma palle d'automne. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais faire. Et puis, je me suis fait un petit plaisir sur Vinted, je l'ai cherché depuis longtemps. Malheureusement, vous verrez pas, mais il a pris un coup, bon, comme très souvent avec Vinted. C'est une pavasse. J'ai nommé La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiseman aux éditions Faubourg Marily. Je le voulais absolument en grand format, bien qu'il soit sorti aux éditions Pocket, parce que j'adore les dos, oui je crois que c'est les dos, des livres des éditions Faubourg Marily. Et c'est pareil, j'en ai un dans ma palle, je ne vous dis rien d'automne, sinon je vais tout vous dévoiler là. Et du coup, bah, il est plutôt en bon état, à part le petit coup qu'il a pris pendant le transport. J'en ai entendu quasiment que du bien de ce roman, qui fait 500 pages. Ah, 500 pages? On aurait dit plus. Peut-être qu'il est... Ah oui, il n'a pas vraiment le format d'un brochet, en fait. Il est un petit peu plus petit. Un chouïa plus petit que le format d'un brochet ordinaire. Du coup, il a plus de pages, mais... Bon, bref, je m'égare. Donc, je vous lis la 4e de couverture, même si je ne sais pas si c'est encore utile de vous le présenter. 1931. Lily n'a jamais quitté la petite mansarde de Blackwood Manor qui lui tient lieu de chambre. Désolée, c'était laborieux cette phrase. C'est pour sa sécurité... Mansarde, du coup. C'est pour sa sécurité, lui répète sa mère, car Lily fait peur. Mais une nuit, elle sera emmenée en dehors de la propriété pour être vendue à un cirque de passage dans la région. 2 décennies plus tard, Julia, récemment orpheline, hérite du manoir de son enfance. Comment pourrait-elle retourner à Blackwood Manor, qu'elle a fui et avec lui tous ses mauvais souvenirs? Au fil des jours, les mystères se dévoilent tandis que les portes et les tiroirs verrouillés de la bâtisse s'ouvrent un à un. Elle découvre une chambre d'enfant cachée derrière une tapisserie et va comprendre que les vrais monstres ne sont pas ceux que l'on croit. Hélène Marie Wiseman, publiée dans près de 20 pays, signe un roman inoubliable et poignant à l'atmosphère gothique qui vous transporte dans les plus sombres secrets de la famille Blackwood et de l'âme humaine. Franchement, il a l'air assez addictif. Donc voilà pour ça. C'était mon petit plaisir. Ensuite, je ne vais pas vous montrer mes achats Nose maintenant, ça va être trop laborieux. Mais je vous montre ça d'ici quelques jours, très certainement. Par contre, je voulais vous montrer mes achats d'automne, si ça vous tente. Je sais que vous êtes quelques-uns par ici, sur Instagram, et quelques lecteurs en général à aimer la saison de l'automne. Donc j'ai été faire un petit tour à Action, et je vous montre ça tout de suite. Hey! Donc, je me suis pris des tiges de feuilles. J'en avais déjà l'an dernier, mais j'en avais pas assez, et quand j'avais voulu y retourner, il n'y en avait plus. Donc j'ai repris un petit peu toutes les couleurs. Orange-rouge, orange clair et rouge-vert. J'adore. J'adore, j'adore.
Des petites feuilles comme ça aussi pour éparpiller, aïe, un peu partout. Ensuite, dans les nouveautés, alors, oups, j'avais pris des champignons pointus rouges la fois dernière. Donc c'est tout ça, c'est chez Action. Hein. Et là, j'ai repris des champignons plats orange. Enfin, j'en ai pris qu'un. J'ai littéralement craqué pour cette petite chose, ce petit être de bois et de tissu. Il n'est pas trop mignon. Objet déco, c'est un plateau. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Bon, tapis qui va bien avec ma déco. Automnal ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est un tapis que je mettrai cet automne. Il est tout doux. Tout ce que je vous montre là, c'est vraiment pas cher. Je crois que le plus cher pour l'instant, c'est le tapis que j'ai payé 9,95. Sinon, c'est 99 centimes, 1,99. Enfin voilà, vous connaissez Action, j'imagine. Petit plateau. Pour faire une petite déco à l'intérieur. Moi, tout ce qui est bois, j'aime beaucoup. Par ici, je vous ai pas trop filmé ma déco, mais j'ai une étagère en bois brut. J'ai des poutres sur les murs et au plafond. J'ai une déco blanc-beige, blanc-crème bois. Donc voilà, je suis très nature peinture. Ça me correspond bien. Et ensuite, que je n'oublie rien, j'ai craqué. Alors ça, c'est pour mettre dehors. Ça peut être un peu kitsch. Je ne l'ai pas pris la première fois, je l'ai pris la seconde. Il est vraiment trop mignon, donc il va aller dehors. Et puis moi, j'adore les animaux de la forêt, donc presque j'ai envie de dire, je suis désolée, mais je l'ai pris. Le but, ça va être de pas le casser. Et enfin, il y avait des petites nouveautés. Ils font souvent des champignons, vous savez, assez grands, qui peuvent aller à l'extérieur, et avec des animaux dessus. Donc j'étais revenue voir ça, et j'ai toujours pas craqué pour ça, j'ai craqué pour plus grand encore. C'est la famille Hérisson, avec le petit parapluie champignon. Et je le trouve tellement mignon, me dites pas qu'il est pas beau. Non, ça peut être un peu kitsch aussi, je sais, c'est un peu comme les nains de jardin dans les jardins. Mais moi je fais ça que l'automne, donc ça va. Et donc voilà, et donc là il avait un petit défaut, une petite tache blanche, mais je me suis dit c'est pas grave, on dira qu'il a mangé un petit bout de champignons ou d'autre chose, que c'est un gourmand et qu'il en a encore là sur le côté. Voilà. Bah écoutez, moi je le trouvais mignon. Après les goûts et les couleurs. Évidemment, oui, je pense que je vous filmerai probablement avec mon téléphone ma déco d'automne quand elle sera mise en place. C'est pas tout de suite. Franchement, pour début septembre, là, ils annoncent encore des 28 degrés, ce qui est étonnant pour la région où je suis, de Picardie, pour ceux qui savent pas. Et donc je vais attendre un petit peu qu'il fasse... que la grisaille s'installe et la pluie aussi. Enfin, avec un peu de soleil, des fois, c'est bien quand même, hein, pour l'automne. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette gazette. Bonjour, on est lundi 22 je crois. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Le 22 août. Et j'avais des petites choses à vous dire. Notamment, j'ai abandonné ma lecture précédente des éditions XO. Que vous avez pu voir un petit peu, je vous l'ai un petit peu filmé en extérieur. Pour commencer cette lecture commune que j'ai moi-même lancée. Le Manoir aux Roses de Tracy Reels. Accent anglais. Aux éditions Charleston. C'est un livre franchement qui m'a beaucoup intriguée et intéressée.
Donc j'ai lu 200 pages et je peux vous dire que j'aime déjà beaucoup. Il se lit vraiment super bien. Donc moi je lis pas très vite de base. Il fait 520 pages. Je pense qu'il va bien me falloir 3-4 jours au moins pour le lire. Si je lis tous les jours à un rythme assez assidu. Donc dans cette histoire, on va suivre 3 personnages, 3 femmes au destin qui va s'entremêler, j'imagine. On a d'abord Olive, qui est une jeune femme de presque 30 ans, il me semble, qui n'est pas très belle, qui est célibataire et qui décide en fait, qui n'est pas mariée, et qui décide d'adopter un enfant. Donc ses parents, issus de la haute bourgeoisie quand même, lui conseille d'attendre. Il y a des chances qu'elle trouve encore un mari afin d'éviter qu'elle se fasse une réputation un petit peu désireuse pour l'époque. Est-ce qu'on sait? Ça se passe en 1895 à Londres, pour vous recontextualiser les choses. Sauf qu'elle n'a pas envie d'attendre, elle a pris sa décision et elle va aller à l'orphelinat. En parallèle, on a Marbs, je ne sais pas si je le prononce bien, Mabs, il n'y a pas de R, qui est une jeune fille qui travaille en tant que docker sur les quais et qui se fait en fait passer pour un homme parce que sur les quais, aucune femme n'est embauchée. Mais en fait, sa mère est décédée, son père ne travaille plus vraiment et elle a, je crois, 5 ou 6 petits frères et sœurs à s'occuper. Donc elle n'a pas le choix que de faire ce boulot très difficile. Jusqu'au jour où une de ses amies lui parle d'un boulot plutôt intéressant en tant que dame de compagnie à Londres, dans une maison, dans un quartier bien sous tout rapport, plutôt bourgeois, et elle va tenter sa chance et passer l'entretien. Malgré qu'elle ne sache pas lire ni écrire, elle y va, elle tente sa chance, elle aurait regretté de pas y avoir été. Et elle va être embauchée dans la famille Finch, une famille assez mystérieuse, où justement l'intrigue se révèle petit à petit. Et dans cette famille, on va faire la connaissance de la plus jeune sœur, qui s'appelle Ottie, de son surnom, et qui a soif d'aventure, qui a un goût plutôt prononcé pour la liberté. Là où je me suis arrêtée, elle va bientôt aller à l'école, mais elle n'a pas spécialement envie de ça. Quand on lui parle de mariage par la suite, quand ce sera une femme, elle saute un petit peu au plafond. C'est pas pour l'instant ses aspirations. Voilà, j'en suis là, et franchement, ça se lit super bien. Il y a une intrigue autour de la maîtresse de maison, Mrs. Finch, qui est tout le contraire de son mari, Monsieur Finch, qui est lui très avenant, très accueillant. Mrs. Finch a plutôt a plutôt ses humeurs, et visiblement il y a autre chose qui se joue. Pour l'instant je ne sais pas ce que c'est. Donc vraiment, je suis pas du tout déçue par ce roman. Le soleil arrive, le contre-jour aussi. Je sais pas si vous allez me voir du coup. Bon, je vais essayer de faire vite, je ne sais pas du tout si vous me voyez. Je vous ai ramené un petit butin, je devais vous montrer mes livres de chez Nose. Donc en voilà une partie, mais pas que. Ça c'est Alexandra de Highfield Books qui me l'a gentiment ramené de la soirée de lancement pour ce roman d'Anne-Gaëlle Lyon aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est son roman Ce que les étoiles doivent à la nuit, qui fait suite un petit peu aux Demoiselles. Donc je vais pas vous lire la 4e de couverture, je sais pas si ça spoil ou pas. Puis ça parle à nouveau de Lise, je crois que c'était Lise, la petite demoiselle. Mais voilà, du coup en venant à la maison la semaine dernière, elle me l'a gentiment rapporté. Donc merci beaucoup Alexandra. J'ai quand même envie de vous lire la 4e en fait. J'ai l'impression que ça spoil pas. Ça se passe toujours au Pays Basque, donc je vous lis. Il n'y a pas de hasard, dit-on, seulement des rendez-vous. C'est vrai. C'est ce que va découvrir Lise, chef prodige et étoilée, en partant au Pays Basque sur les traces de sa mère. Dans un petit village perdu, elle rencontre Monsieur Encheguen, dandy insaisissable, qui lui confie les clés de son restaurant et un défi à relever. Faire de sa gargote une adresse gastronomique. Mais Peyo, le chef, ne voit pas arriver cette étrangère d'un bon œil. Ces deux âmes blessées vont devoir s'apprivoiser et affronter ensemble les fantômes du passé. Dans la lignée des Demoiselles, Anne-Gaëlle Lyon nous entraîne dans un univers enchanteur et savoureux, une histoire universelle qui nous parle d'espoir, d'amour et nous redonne le goût de la vie.
Alors je ne sais pas du tout si c'est Lise qu'il y avait dans les Demoiselles, j'ai un gros doute. Bon, je vous redirai ça en légende si j'arrive à retrouver. Je pense que je vais mettre à l'intérieur parce que je sais vraiment pas si vous voyez grand chose. A de suite. Du coup, me revoilà en intérieur et je viens de vérifier du coup le personnage principal des Demoiselles c'était Rosa, donc rien à voir. Je pense que Lise c'est un des personnages peut-être secondaires des Demoiselles, parce que je sais que Alexandra en fait en m'offrant ce livre elle m'a expliqué que Anne Galion avait pu dire que quand elle écrivait un roman elle se laissait la liberté de tirer des ficelles ensuite, notamment peut-être pour retracer l'histoire d'autres personnages, etc. dans ses prochains romans. Je sais pas si je suis très claire. Du coup, soit Lise c'est un personnage secondaire dont je ne me souviens plus du roman des Demoiselles, pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai lu, soit on recroise un personnage qu'on a déjà vu dans les Demoiselles. N'hésitez pas à me dire si vous en savez plus que moi, parce que pour le coup, je ne sais pas. Ensuite, je voulais vous parler de ce petit livre, tout petit. Le Fumoir, il fait même pas 200 pages, de Marius Geoffrey. Et en fait, je sais plus si je vous en avais parlé par ici, je ne crois pas. C'est un roman, donc quand les filles de Bookstall, les copines sont venues, on a été faire un tour à Amiens et je leur ai présenté la librairie Martel, une très belle librairie amiénoise que j'aime beaucoup. Moi c'est là-bas que j'ai acheté tous mes livres scolaires et j'y vais de temps en temps faire des petits achats. Et du coup on a demandé au libraire en fait quelques-uns de ses coups de cœur parce qu'on voulait se faire une lecture commune toutes les quatre et lire un livre qu'on n'avait pas dans notre palle et qui nous sorte peut-être de notre zone de confort. Donc parmi la sélection du libraire, on a choisi celle-ci. Celui-ci, pardon. Je pensais à l'histoire. Donc c'est aux éditions Point. Et la quatrième de couverture nous dit « Jeune homme alcoolique, Marius est un jour... » C'est le même nom que l'auteur, je viens de réaliser. Serait-ce l'auteur qui parle ? Est un jour conduit aux urgences de Sainte-Anne par son frère. À son réveil, il pense qu'il va passer quelques jours entre les murs de l'hôpital pour se remettre, jusqu'à ce qu'un médecin lui explique qu'il ne sortira que lorsqu'il l'en jugera capable. Le voici prisonnier, isolé dans ce lieu, au temps suspendu, en marge de la société. Il nous raconte l'attente, le doute, la peur, les rencontres cocasses, tristes ou tendres, un récit sensible et touchant. Serait-ce autobiographique ? Très très bonne question. Très très bonne question. Du coup on lit ça ce week-end. On est lundi, on lit ça à partir de vendredi, samedi, tout ensemble. Voilà pour ça. Donc à Noz, je vais vous présenter un seul achat de Noz qui est celui-ci. Il est tout beau et brille. La roseraie de Joséphine et autres jardins merveilleux de l'histoire. Il m'a coûté 1,99 €. C'est aux éditions Prisma et je le trouvais beaucoup trop beau. Il fait à peine 250 pages. Et donc, il nous parle... je me serais pas totalement tournée vers ce roman, à part pour sa beauté, s'il était au prix fort, de 15,95 €. Il y a toute une collection d'ailleurs. Moi, dans mon os, il n'y avait que celui-ci. Mais je sais que Frédéric du comte Fredounette en a trouvé plusieurs. Notamment un sur Marie-Antoinette, je crois, qui me plaisait plutôt pas mal. J'essaie de baisser ce truc, voilà. Pour le palais des Tuileries, Catherine de Médicis fit aménager un jardin à l'italienne où elle s'entretenait en toute discrétion avec ses secrétaires d'État. André le Nôtre défia forêt et marécage avant de créer à Chantilly des miroirs d'eau qui éblouirent ses contemporains. Louis XIV aimait déambuler dans son potager et y cueillir dès mars les premières fraises. Quant à l'impératrice Joséphine, passionnée de botanique, elle collectionna de précieuses variétés de roses au château de Malmaison. Des vergers de Charles V au cerf royal de Léopold II, en passant par les fontaines de la villa d'Este, René Grimaud dévoile toute la magie de ces jardins hors du commun, synonyme à la fois de pouvoir et de raffinement. Donc c'est de René Grimaud, vous l'aurez compris. La roseraie de Joséphine et autres jardins merveilleux de l'histoire, si jamais ça vous intéresse. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ce livre est sorti... en 2017, je regarde parce qu'il y a un petit sommaire, enfin un grand sommaire en fait, sur 2 pages.
Et en fait ça parle vraiment de plusieurs jardins. Babylone, l'Alhambra, l'Hôtel Saint-Paul, Aix-en-Provence, Boboli, Tivoli, les Tuileries, le Châteauneuf de Saint-Germain, Chantilly, Versailles, Bagatelle, Malmaison, les Buttes Chaumont. Il y en a qui me parlent, il y en a qui me parlent pas du tout. Sissinghurst, je connais. Voilà, un petit achat nose. Et puis je voulais terminer avec un achat Cultura qui n'était pas du tout prévu. En fait j'ai juste la couverture qui m'a appelée et une espèce de petit résumé sur la couverture, alors qu'il y a un résumé derrière. Mais je vais juste vous lire le devant du coup, et vous me direz si vous aussi ça vous donne envie. Double 6 est un acharné du... Alors, l'effet domino déjà, de François Baranger aux éditions Bragelonne. Faisons les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Double 6 est un acharné du crime. Cambriolage, agression, braquage, la liste est longue. Puis un jour, un meurtre lui donne son billet pour le bagne. On raconte qu'il est devenu fou à Cayenne, qu'il s'est initié au vaudou. Il serait couvert de tatouages, ensorcelé, qui lui donneraient plusieurs vies. Pardon, ça clignote, je ne sais pas pourquoi. Qui lui donnerait plusieurs vies. Il a fini par s'évader. Quant à Paris, des crimes satanistes défraient la chronique. La 4e de couverture donne un peu plus de détails, mais elle est globalement identique. Et franchement, bon, il fait plus de 600, il fait quasiment 630 pages. C'est une réédition, mais il me tente trop. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore 2 beaux livres à vous montrer que j'avais eu à Martel. Des livres en anglais notamment. Ou alors je vous les montre là. Attendez. Et voilà. Tac. Voilà, j'ai pris Anne de Green Gables et Alice in Wonderland, qui est tout petit. C'est pas du tout... Donc c'est une petite collection beaucoup trop mignonne. Lorraine en a pris aussi quelques-uns. Il y avait le livre de la jungle, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un Jeanne R. Bon, moi j'ai choisi ceux-là. Ils sont à 11 €. Ils sont un tout petit peu plus grands qu'un poche. Vraiment un tout petit peu. En format, ils sont plus larges. Je sais pas si on voit. Ils sont un peu plus larges. Mais par contre, voilà, le travail à l'intérieur, il y a des illustrations. Donc c'est vraiment des livres de collection que je ne vais pas compter dans ma palle puisqu'ils sont en anglais et que je ne suis pas du tout bilingue. Voilà, je vous dis, je vous retrouve plus tard. On est samedi 27 août, c'est bientôt la reprise pour moi, je reprends le travail lundi. Les chats se disputent et je viens clôturer cette gazette qui a pris qui s'est étalée sur plusieurs jours, mais rien de bien méchant. Alors je reviens aussi avec un nouveau t-shirt Muse qui n'est autre que Anne de Green Gables, et je crois que c'est un de mes t-shirts préférés du coup. Il est vraiment trop beau. Donc c'est son profil en fait, avec les écritures, la première page du livre. Donc j'avais hésité à l'acheter en regardant la série, et j'avais hésité, et puis la fin de la série m'a convaincue, j'étais en larmes, la fin de la série Netflix. J'ai les livres aussi dans ma bibliothèque que je dois sortir incessamment sous peu. Je trouve pas le temps de le faire, mais je vais les lire. Et en plus vous avez vu dans le début de cette gazette, enfin au milieu de cette gazette, j'ai acheté le livre aussi en anglais, voilà, dans une très jolie collection. Donc, nouveau t-shirt.
Sinon, avant de clôturer la gazette, je viens vous parler de 2-3 petites choses. J'ai fini 2 livres, notamment celui-ci, dont je vous ai un petit peu parlé au début de la gazette. Donc Le Manoir rose de Tracy Reels aux éditions Charleston. Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Ça ne sera pas un coup de cœur parce que sur 560 pages, j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui n'apportaient pas forcément toujours quelque chose d'extraordinaire à l'histoire. Si vous m'entendez crier, c'est parce que Lucky fonce sur Pépite. Lucky! Voilà, je vous avais prévenu. Il y a des passages qui n'apportaient pas grande importance, enfin, voilà, qui rajoutaient pas grand chose à l'histoire, qui n'étaient pas non plus mal placés, voilà, c'était dans la continuité de l'histoire, mais ça a créé chez moi quelques longueurs. J'ai trouvé également aussi quelques coquilles dans ce roman, quelques mots en trop, quelques mots en moins, une lettre qui n'est pas à sa place, donc ça m'a... Et pourtant je suis pas... Je fais pas la course aux fautes d'orthographe. Attendez. Je disais donc que pourtant je ne fais pas la course aux fautes d'orthographe, mais là pour que je les vois à plusieurs reprises, c'est que vraiment c'était un petit peu embêtant et je trouve ça dommage pour un livre de cette envergure, j'ai envie de dire. Les éditions Charleston, pour moi, c'est vraiment des livres à caractère engagé et je sais pas, qui ont de l'importance, qui retracent l'histoire, qui... Enfin voilà, Pour moi c'est important, et je sais pas, enfin, dans tous les livres il ne devrait pas y avoir de fautes, mais après une faute ça arrive, mais 5 ou 6 c'est plus embêtant. Bref, en attendant c'est quand même une très belle histoire, c'est vraiment un livre que je vous recommande au-delà des petites coquilles. Les personnages que je vous ai présentés, les 3 femmes, sont très attachantes. J'ai adoré les 3, peut-être avec une petite préférence pour Mabs, qui était docker, qui a fini domestique. Et je veux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler l'histoire. Le mystère qui plane au-dessus de la famille Finch est addictif, on a vraiment envie d'en savoir plus. On en sait plus, de façon bien menée, ça n'arrive pas trop tard dans l'histoire. Notre faim est assouvie. Et puis après c'est comment faire avec ce mystère. Qu'est-ce qu'on fait? Les personnages se questionnent. Il y a beaucoup d'entraide. Il y a aussi beaucoup de jeux de pouvoir, on va pas se mentir, même si c'est amené de façon positive. À cette époque-là, il y a les riches, les pauvres, bon, un peu comme maintenant, j'ai envie de dire, mais c'était quand même très très marqué. Certaines familles vivaient vraiment dans la misère. C'est très bien décrit, d'ailleurs, dans... Enfin, je trouve que ce livre pourrait être adapté au cinéma, dans le sens où l'œil cinématographique de l'autrice est assez... moi j'ai beaucoup apprécié, je me suis vraiment imaginé les ruelles pleines de boue, les belles maisons, à l'image de celle-ci, dans les beaux quartiers chics, les beaux paysages londoniens, etc. Donc vraiment je me suis projetée, et du coup je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Oui, pour résoudre certains soucis, on fait appel à des gens influents, qui s'entraident. Alors Mabs en fait elle a créé des liens avec une famille riche, qui est la famille d'Olive. Donc c'est très bien, tout se fait naturellement et sans arrière-pensée. Elle n'est pas intéressée ou autre, donc ça se fait vraiment joliment, si je puis dire ça comme ça. Mais bon, voilà, on sent que faut avoir une certaine richesse pour faire bouger les choses. En même temps, ça reflète aussi bien la vie d'aujourd'hui, même si c'est moins prononcé, même si on ferme peut-être plus les yeux dessus. Mais voilà. En tout cas, une très très jolie lecture qui se lit franchement rapidement. Hein. C'est parce que moi, il y a un jour ou deux où j'ai eu moins le temps. Mais sinon, elle se dévore et je vous la recommande chaleureusement. Ensuite, j'ai repris ma lecture que j'avais du coup laissée de côté, de Changer de ciel pour mieux voir les étoiles de Sandra Martineau. Donc je l'ai mise de côté tout simplement pour lire Le Manoir aux roses, hein. Pas du tout parce que ça me plaisait pas. Je l'ai lu en 24 heures, voilà. C'est pareil, on n'est pas du tout loin du coup de cœur. J'ai même cru que ce serait un coup de cœur au milieu du roman. Je vous lis la 4e de couverture. Chloé Edouard, 29 ans, et tout ce qu'il y a de plus parisienne. Romancière à succès, elle vit dans un petit appartement douillet, elle est de toutes les soirées mondaines et peine à trouver l'âme sœur. Jusqu'au jour où elle doit s'aventurer dans le village de Maintenant, c'est le nom du village, au cœur de la Sarthe. On lui annonce en effet qu'elle y a hérité d'une maison appartenant à sa grand-mère. Une grand-mère dont elle apprend l'existence alors même que cette dernière vient de mourir. Entre panne de voiture et hostilité des habitants, son séjour tourne au cauchemar. Elle ne peut alors imaginer que ce village sera la clé de son histoire familiale et la source d'un incroyable renouveau. Donc on pourrait croire que c'est sur fond de développement personnel,
mais vraiment pas tant que ça. Et c'est une très très jolie histoire. Donc en fait, Chloé arrive dans le village. Très rapidement, les habitants la cataloguent comme une parisienne bobo. Ils veulent racheter la maison de la grand-mère, donc ils ne souhaitent pas qu'elle la rachète ni qu'elle la vende. Enfin si, mais qu'elle leur vende à eux, et non à des étrangers dans le village. Et en fait, très rapidement, il manigance un stratagème pour la faire fuir. Et le lecteur, en plus, on n'est pas forcément en connivence avec eux, parce qu'il y a des événements... la pauvre Chloé, elle a des bâtons dans les roues qui lui arrivent à tout bout de champ, elle a des obstacles qui se présentent à elle à tout bout de champ, et on se dit mince, vraiment, c'est pas de chance. Alors, est-ce que c'est les habitants ou pas? Ça, on le découvre petit à petit. Mais c'est très très bien mené, c'est très bien écrit, c'est d'une fluidité dingue. On a envie d'en savoir plus tout le long du roman. C'est assez épuré en termes d'écriture, les chapitres sont courts, donc moi j'apprécie. Et quoi vous dire d'autre? On s'attache aux personnages en fait. On s'attache au village, à ce petit village de la Sarthe avec la nature qui est magnifique. Et puis à la fin, on a envie de savoir ce que Chloé va faire de la maison en fait. On a aussi envie de découvrir avec elle, parce que sa mère est décédée il y a peu, sa grand-mère qu'elle ne connaissait pas a suivi, et en fait elle connaissait pas cette grand-mère, donc elle veut savoir pourquoi sa mère ne lui a jamais parlé de sa grand-mère. De sa mère, enfin la mère de sa mère. Vous avez suivi. Donc grand mystère qui plane autour de ça. Franchement, je peux que vous le recommander. Très très belle surprise pour moi. On est vraiment passé à ça du coup de cœur. J'ai versé une larmichette quasiment à la fin. Ouais, en milieu de deuxième partie pour tout vous dire. Aux 3/4 du livre, j'ai versé ma larmichette. Et puis à la fin, pas tant que ça. Mais c'est peut-être le contexte aussi qui a fait que je l'ai fini. Je devais partir rapidement après dans ma famille, etc. Enfin bref. Mais en tout cas... Et la couverture, je la trouve très sympathique en plus de ça. Pour le coup, elle reflète totalement, totalement l'histoire avec la maison au bout là-bas, au milieu de nulle part. Chloé qui arrive avec sa valise et ses talons. Puis le début est cocasse. Elle arrive, panne de voiture, etc., en pleine nuit. Ça fait un peu cliché, ça fait un peu déjà vu, mais moi j'ai trouvé d'autres choses dans ce roman. L'autrice a su apporter d'autres choses pour se démarquer. Je vous le conseille chaleureusement. Ensuite, je commence cette lecture commune, donc je vous en ai parlé en début de gazette, je ne vais pas revenir dessus, j'ai lu un chapitre, donc c'est en effet autobiographique, puisque ça parle d'un personnage qui s'appelle Marius, et l'auteur s'appelle Marius Geoffrey, et j'avais complètement oublié en fait que le libraire nous avait parlé de ce récit autobiographique. Il fait 180 pages, je vais essayer de le lire aujourd'hui pour vous en parler dans la prochaine gazette. Donc je le lis avec les copines Alexandra, Frédéric et Lorraine, des comptes que je vais vous taguer ici. Si j'y pense. Oui, je vais y penser. Ensuite, donc là je vous présente les livres que j'ai à lire avant la fin du mois d'août. On est content, on est le 27, c'est génial. Et je reprends le boulot lundi. Bref, hier dans la journée je comptais lire celui-ci, puisque là dernièrement j'ai fait un jour un livre avec celui-là. Celui-là je vais le lire aujourd'hui, et à tout moment j'attaque celui-ci. Dans la foulée, Victoria Mass, Un miracle, aux éditions Albin Michel. C'est un roman de la rentrée littéraire, et il faut que je le lise maintenant, puisque la rentrée littéraire, en fait, je vais pas les lire en décembre, les livres. Voilà, donc je vous en reparle très bientôt. Je vous l'avais déjà présenté aussi dans une gazette, hein. Mais je vous relirai la 4e de couverture au moment où je le lirai. Et ensuite, j'aimerais beaucoup lire ce roman, qui est pas vaste, aux éditions Prisma. J'avais très envie de lire tout plein de livres des éditions Prisma cet été, de bons petits feel good. J'ai pas eu le temps. L'adorable boutique de fleurs de Lily, de Lisa Darcy. J'adore Darcy, ça me fait penser à Bridget Jones, aux éditions Prisma. Et donc ça c'est, vous pouvez retrouver sur Instagram Les Infusettes, je crois que c'est juste ça, Les Infusettes, qui en fait est la créatrice de la couverture. Elle fait je crois de la peinture aquarelle, et je lui ai déjà acheté des petites illustrations que je vous ai montrées dans une précédente gazette, je ne sais plus laquelle. Donc voilà, j'aime trop. Et c'est pareil, je vous lirai la 4e de couve au moment où je le lirai, en sachant que j'ai aussi une épreuve non corrigée aux éditions Nami à lire d'ici début septembre. Donc voilà, il me reste 4 lectures. Non, celui-là je l'ai déjà lu. T'emballe pas Héloïse. Donc ça on va pas le compter, je vais dire que je vais le terminer aujourd'hui, j'espère. Il me reste 3 livres à lire avec l'ENC. Pour avoir un mois, je fais pas la course au nombre de livres lus, c'est pas du tout ça. C'est juste que bah y a quand même des petits comptes à rendre
chez certaines maisons d'édition parce que bah, ils nous envoient plusieurs livres et au bout d'un moment si on les lit pas, ben, on joue pas le jeu. La rentrée littéraire, bah, c'est maintenant. Et puis voilà. Et avant de clôturer ça, je vous mets l'eau à la bouche. J'ai reçu quelques paquets, mais je vous les montrerai dans la prochaine gazette. Voilà, pour pas que celle-ci soit trop longue. Bah, quoi dire d'autre? Bah écoutez, j'espère que certains livres dont je vous ai parlé vous ont tapé dans l'œil. J'espère qu'ils vont faire partie de votre wishlist ou de votre pile. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour en discuter, pour me dire lesquels vous ont plu, ou moins plu aussi, ceux que vous avez lus et aimés, ceux que vous avez lus et pas aimés. Enfin bref, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'échanger. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine gazette.